dont vous nous parliez, en tout cas que les autres cryptoactifs et crypto-monnaies. Vous venez faire un vrai coming out en direct, Jonathan. C'est une mise à nu publique, là, un aveu pas honteux mais courageux et digne. Vous venez nous dire que pour vous, le monde entier peut s'effondrer, seul Bitcoin compte. Vous êtes ce qu'on appelle un maximaliste. Pour vous, dans l'univers des cryptos, il en existe désormais des milliers des cryptos, seul Bitcoin vaut quelque chose, vaut de l'or en tout cas. Vous n'allez pas vous faire que des amis car les investisseurs en crypto ont déjà diversifié. Mais peut-être pas vous, vous restez un Bitcoin addict. Pourquoi Bitcoin reste-t-il à vos yeux unique et ne pourra jamais être concurrencé par d'autres cryptos, Jonathan? Il faut vraiment nous expliquer. Eh bien déjà, merci Guillaume pour cette invitation. Et de toute façon, je vais compléter un petit peu le propos de Valentin, parce qu'effectivement, en tant que Bitcoiner, nous ne sommes pas contre les autres cryptos. L'idée, c'est de démontrer à quel point elles sont complémentaires et à quel point, en fait, Bitcoin restera le numéro 1, quoi qu'il arrive. Donc, globalement, pour reposer le cadre, Bitcoin, c'est un système monétaire, c'est un moyen de paiement dont les règles ne changeront jamais. Les autres cryptos, donc Valentin a cité Ethereum, l'objectif, c'est radicalement différent. L'objectif, c'est de créer des applications décentralisé. Donc en fait, on compare quelque chose qui finalement n'est pas comparable. Ça, c'est clairement quelque chose que les gens n'ont pas forcément compris. Mais Bitcoin, en fait, on pourrait plutôt le comparer à l'or ou aux monnaies traditionnelles et non pas aux autres cryptos. Pourquoi? Parce que tout simplement, Bitcoin, j'imagine que vos auditeurs sont quand même conscients des principales caractéristiques du Bitcoin, notamment sa rareté numérique, parce qu'il n'y aura jamais plus de 21 millions d'unités. Donc c'est pour ça qu'on considère le Bitcoin comme l'or 2.0. J'imagine que tout le monde en est conscient aujourd'hui, j'espère. Et finalement, Bitcoin, notre conviction, c'est que Bitcoin deviendra un standard monétaire comme l'était l'or avant la fin des accords de Bretton Woods. Parce qu'évidemment, à cette époque-là, avant les accords de Bretton Woods, avant la fin des accords de Bretton Woods, il y avait une forme de stabilité économique mondiale. Et on a vu que le 15 août 1971, dès lors que Richard Nixon a désindexé l'or du dollar, et ben en fait, on est parti dans un YOLO économique, si on peut dire ça, avec l'augmentation des inégalités, avec l'augmentation de la dette, l'augmentation de l'inflation, l'augmentation de l'impression monétaire. Et nous, on considère que Bitcoin peut jouer ce rôle de stabilisateur économique, comme l'était encore une fois, l'or avant la fin des accords de Bretton Woods. Donc pour nous, Bitcoin n'est pas comparable aux autres cryptos. C'est une métrique qui n'est même pas... en fait, c'est même pas une logique de concurrence, en fait. C'est juste pour nous pas comparable. Mais en revanche, c'est plutôt comparable, encore une fois, aux monnaies traditionnelles. Et donc il faudrait comparer la capitalisation de Bitcoin, à vos yeux, pas à celle de l'Ether ou des autres, mais de l'or, par exemple. Mais de l'or. L'or, par exemple, ou en gros, excusez-moi. Non, pas de rapproche votre micro, on l'explique à nos auditeurs qui sont à la radio. Mais effectivement, aujourd'hui, la capitalisation totale du Bitcoin, c'est environ 700 milliards. Si je dis pas de bêtises, c'est 100 milliards de dollars. La capitalisation de l'or, elle est autour de 12 000 milliards. Donc là, il y a un potentiel de croissance qui est encore extraordinaire. De par ce que je viens de dire, si on estime que Bitcoin est proche de l'or, il y a un potentiel d'appréciation encore très élevé. Alors évidemment, ce potentiel ne va pas arriver dans les 5 ou les 10 prochaines années, mais plutôt sur une échelle de temps beaucoup plus longue. Et c'est pour ça que lorsqu'on compare Bitcoin aux autres monnaies, et c'est ça qui est important, et ben finalement, Bitcoin est 15e dans le classement, juste derrière le rouble, qui est d'actualité en ce moment, et le franc suisse. Donc là, c'est plutôt ce classement que je regarderai, et non pas le classement finalement sur CoinMarketCap. Alors, c'est vrai que certains États ont choisi d'ailleurs Bitcoin comme monnaie légale, Bitcoin et pas une autre crypto. Et alors faut quand même le dire, ce sont quand même des pays très pauvres. Je suis pas certain qu'on puisse parler en l'occurrence même d'émergents. Le Salvador et la Centrafrique, on n'est même pas dans des pays véritablement émergents là. Alors complètement, et en fait c'est tout simple, parce que finalement, il faut toujours se dire quel est le problème qu'on essaie de résoudre avec Bitcoin. Effectivement, nous, dans nos pays riches, pays occidentaux, on n'a pas spécialement de problème. En tout cas, les problèmes ne sont pas évidents. Évidemment, nous, spécialistes, on sait que les problèmes d'impression monétaire sont un poison pour nos économies. Et ça, on n'en reviendra pas dessus. Effectivement, les pays pauvres, ces pays pauvres, ont un certain nombre de problèmes. Donc, évidemment, les problèmes d'inflation. Et surtout, le problème majeur, c'est la débancarisation. Et c'était le cas notamment au Salvador, mais c'est pas que le cas au Salvador, mais dans beaucoup de pays pauvres. Environ 1,7 milliard d'habitants sur cette planète n'ont pas accès à un compte bancaire. Donc ça représente 25% de la population. 25% de l'humanité n'a pas accès à un compte bancaire. Exactement. Et donc on voit que le système financier traditionnel a échoué.
Et c'est en ça que... Attends, les 3/4 ont accès à un compte bancaire. Ouais, mais Tout va 25... bien, Jonathan, ça va. Je suis d'accord, mais 25%, c'est quand même... Tout va pas bien, mais enfin, c'est 1,7 milliard d'habitants. Oui. Donc c'est quand même, j'estime que c'est quand même une part relativement importante de la population. Et Bitcoin, fix the money, fix the world. Donc ça, c'est un peu la punchline des bitcoiners. Et globalement, il y a d'autres aussi éléments qui sont à prendre en compte dans ce choix de ces États de choisir du coup Bitcoin comme monnaie légale. Donc on a vu l'inflation, on a vu la débancarisation, on a évidemment la souveraineté monétaire, parce qu'évidemment, quand on parle du Salvador, parce que c'est toujours l'exemple qu'on reprend, ils avaient le dollar comme monnaie légale, mais finalement, c'est la Fed qui décide la politique monétaire. Donc, encore une fois, c'est une dépendance vis-à-vis d'un tiers. On a évidemment les transferts d'argent internationaux, les rémittances. Oui, qui coûtent moins cher puisque c'est en frais. Évidemment, parce que typiquement à l'époque, je me rappelle, le président Bukele du Salvador avait annoncé près de 500 millions de dollars de frais dans les boîtes de transfert d'argent type Western Union. Donc c'est considérable. Et puis enfin, ce qui est quand même assez intéressant, c'est le positionnement de ces pays-là, parce qu'en fait, ça leur donne un poids stratégique dans le monde qu'avant on n'avait pas. Le Salvador, globalement, tout le monde s'en foutait de ce pays-là. Mais c'est encore le cas, je suis désolé. Mais... Eh ben, écoutez, en tout cas dans l'industrie. Désolé pour les Salvadoriens qui nous écoutent peut-être. Peut-être, mais en tout cas dans l'industrie, clairement, c'est un pays qui était globalement méconnu, qui est de plus en plus populaire, même à l'échelle internationale. Parce que là, ils sont en train de lancer des Bitcoin bonds. Donc, ils sont en train de chahuter un peu les institutions financières traditionnelles parce qu'ils sont en train de les bypasser pour financer leur pays. Moi, je suis pas sûr que ce soit si anecdotique que ça. Et au contraire, ça marche, je pense que ça marche. Alors, c'est pas encore là, ça a été reporté pour des raisons techniques. Mais en gros, ce que je veux dire par là, c'est que le positionnement stratégique des pays peut aussi s'inverser grâce à l'adoption de Bitcoin en monnaie légale. Et d'ailleurs, on espère avoir la ministre de l'économie et la ministre du tourisme du Salvador présents à Surfing Bitcoin cette année pour justement nous faire un peu le bilan de ce qui s'est passé depuis que Bitcoin est monnaie légale, depuis le 7 septembre. Ça a au moins le mérite de faire parler, et tant mieux pour eux, du Salvador. La Centrafrique... peut-être aussi de plus en plus. Comment vous regardez ça, Valentin? Le feuilleton de l'adoption du Bitcoin comme monnaie légale, 2 pays très pauvres pour l'instant l'ont adopté. On n'est pas prêt de le voir adopté comme monnaie légale dans les vrais grands émergents et encore moins dans les pays développés. C'est effectivement les questions qu'on peut se poser. Là, sur le fameux feuilleton qu'on suit, nous, ici sur ce plateau et même à Cryptost en permanence, cette porosité entre les mondes de la finance décentralisée, de la finance traditionnelle et de tous ces mondes-là, par contre, là, sont en affrontement entre les pays qui choisissent leur monnaie numérique de banque centrale, l'euro numérique, le yuan numérique, le dollar numérique dont on parle beaucoup, et ceux qui vont choisir de prendre Bitcoin comme monnaie légale. Ça peut être dangereux de se dire que la probabilité que Bitcoin ne soit pas accepté dans des gros pays et de choisir la carte de la monnaie numérique de banque centrale et donc de ne pas commencer à capturer aujourd'hui de la valeur crypto-monétaire pour une souveraineté économique numérique demain. C'est une carte difficile à jouer peut-être pour les gens qui ont un peu d'attention sur Bitcoin. Mais ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que notre Banque Centrale Européenne avait il y a quelques mois sondé ses citoyens sur justement les conditions de l'euro numérique et de qu'est-ce que souhaitaient les citoyens sur cet euro numérique. Il y a un premier rapport qui a été délivré cet après-midi. On voit que les citoyens ont davantage besoin et sont davantage attentionnés sur la capacité à payer rapidement avec cette devise, mais aussi à garder un côté anonymat ou en tout cas de ne pas être fliqué en permanence avec ces monnaies numériques de banque centrale. La BCE l'a bien compris. Elle a effectivement parlé que ça serait le cas sur des transferts de petite ou moyenne valeur, mais que bien évidemment pour la lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme, il y aurait toujours cette capacité d'analyser les flux. Mais effectivement, on est dans cette opposition des deux mondes, ceux qui choisissent Bitcoin et ceux qui font leur monnaie numérique de banque centrale. Et Jonathan, on va continuer d'essayer de comprendre pourquoi vous avez choisi d'être un maximaliste et donc de voir dans Bitcoin plus de capacité que dans toutes les autres crypto-monnaies. C'est vrai, les pays occidentaux, pour l'instant, n'adoptent pas Bitcoin comme monnaie légale, mais vous estimez quand même, parce que les besoins ici sont moindres que dans les pays très pauvres, il y a beaucoup moins de volatilité des devises. L'inflation est là en ce moment, mais enfin, elle est beaucoup moins incrustée historiquement que dans les pays très pauvres. Vous estimez néanmoins que même si le Bitcoin aura peut-être du mal à très très court terme à devenir monnaie légale dans nos pays, il reste investissable et intéressant pour les particuliers des pays développés. C'est-à-dire que même si c'est pas forcément encore une monnaie, c'est un produit d'investissement en tant que tel, déjà attractif, même aujourd'hui à 38 000 $ et quelques. Alors complètement. Alors juste pour nuancer quand même votre propos, Guillaume, sur le fait que nos monnaies traditionnelles n'ont pas forcément de difficultés, je dirais qu'elles en ont énormément, mais elles en ont beaucoup moins que les pays pauvres.
Donc ça, c'est mon premier élément de réponse. Après, effectivement... Pensez à, par exemple... du coup, pour moi, l'impression monétaire illimitée fait que ça pollue totalement tous les agrégats économiques. Et que pour nous, justement, le fait d'avoir Bitcoin comme standard monétaire permettrait de mieux contrôler, de mieux stabiliser les économies. Donc ça, c'est une conviction profonde de tous les bitcoiners. Effectivement, dans les pays occidentaux, Bitcoin monnaie légale, ça a beaucoup moins de sens pour les raisons qu'on a évoquées juste avant. En revanche, Bitcoin en tant que moyen de placement financier, en tant que réserve de valeur, ça a beaucoup de sens. Et c'est d'ailleurs ce qu'on a fait avec Stackinsat, c'est-à-dire qu'on a inventé le concept du plan épargne Bitcoin qui va permettre du coup aux entreprises et aux particuliers de s'exposer de manière moins risquée avec la stratégie du dollar cost averaging, en lissant son point d'entrée. C'est ça, investissement progressif. Investissement progressif, justement, pour limiter justement la volatilité, parce qu'évidemment, Bitcoin reste un actif très volatile. Mais très corrélé aussi désormais aux actifs américains, par exemple. Est-ce qu'il n'est pas en train de perdre de son pouvoir de diversification? Alors ça c'est vrai qu'il y a un long débat, un grand débat avec les experts là-dessus, donc moi je suis absolument pas d'accord avec ce que vous venez de dire. Effectivement, pour moi, la corrélation, elle se regarde sur longue période. Et effectivement, sur longue période, parce qu'encore une fois, le placement du Bitcoin se fait sur longue période, et donc on doit avoir justement une analyse sur longue période. Et effectivement, on voit que Bitcoin, sur longue période, est décorrélé. Et d'ailleurs, du coup, dans une logique de diversification de patrimoine, d'allocation optimale de son patrimoine, justement, il faut intégrer des actifs qui sont décorrélés entre eux. Et c'est justement pour ça que nous, on considère qu'il faut détenir au moins entre 1 et 2%. Et je pense d'ailleurs qu'il est beaucoup plus de Bitcoin dans son patrimoine financier. Et d'ailleurs, je pense qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus risqué de ne pas détenir de Bitcoin que d'en détenir. Et d'ailleurs, d'autres études montrent que l'allocation optimale de Bitcoin dans un portefeuille, d'après l'université de Yale, serait autour de 6%. Donc on voit qu'il y a un intérêt financier de détenir du Bitcoin dans son patrimoine, à la fois évidemment pour le diversifier, mais aussi pour l'optimiser. Ouais, mais il n'y a pas un petit côté un peu caché ce sein que je ne saurais voir dans vos propos. Il est beaucoup plus corrélé depuis un an, le Bitcoin. Alors bien sûr, sur longue période, depuis 12-13 ans, ok, c'est pas le cas, mais enfin, depuis un an, le vent tourne, statistiquement, Guillaume, Jonathan, le monde change. Écoutez, statistiquement, Guillaume, on regarde une série temporelle sur longue période. Ah oui, sur longue période. Il a été adopté depuis par les institutionnels, il est rentré dans des ETF. Peut-être, mais en tout cas, nous, on est convaincus que, en tout cas, cette corrélation de long terme est un facteur diversifiant dans une allocation de portefeuille globale. Et par ailleurs, et vous reviendrez nous en parler, le Bitcoin aussi offre de nouvelles possibilités, il peut apprendre de lui-même, et il y a le Lightning Network qui ouvre de nouvelles capacités, vous reviendrez nous en parler, et donc cette conférence Surfing Bitcoin qui aura lieu fin août. 25, 26, 27 août à Biarritz, on vous attend nombreux. Merci d'être passé nous voir. À tous les deux. Valentin Domé, journaliste pour Cryptost, Jonathan Erskovici. Merci Jonathan. Votre première sur BFM Business, on vous retrouvera régulièrement désormais. Merci Guillaume. Directeur général de Stackinsat. Dans un instant, on se reconnecte à la séance du jour en direct. On est à maintenant 2h59 du choix de la Fed. C'est jour de Fed. On en reparlera dans un instant avec nos experts. À tout de suite.